Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Bonjour, aujourd'hui dans Non Limite Sécu, nous accueillons Timothée Rebourg, président et cofondateur de SILD. Bonjour Timothée. Bonjour Jean-Philippe. Pour nous accompagner, nous avons les contributeurs qui sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Et moi-même, Jean-Philippe Gaulier. Timothée, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je me présente rapidement. Donc, je suis Timothée Rebourg. Je travaille donc depuis 2016 sur SILD et je suis de formation ingénieur. J'ai fait l'école polytechnique et j'ai créé SILD immédiatement après l'école polytechnique. J'ai fait un parcours en informatique et en intelligence économique et me voilà aujourd'hui à essayer de protéger les données des entreprises. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait SILD ? Alors rapidement, SILD, on est éditeur logiciel spécialisé dans le chiffrement et on a pour vocation d'aider des entreprises et en particulier avec notre produit pour développeurs, des développeurs d'applications à intégrer du chiffrement de bout en bout dans des applications. Est-ce que tu peux expliquer plus clairement ce qu'est un secret ? Qu'est-ce que tu essaies de protéger ? Des mots de passe ? Vous avez des algorithmes de hachage ? Est-ce que vous protégez des clés d'API ? Est-ce que vous faites du chiffrement de fichiers ? Est-ce que vous faites de la crypto symétrique, asymétrique ? Alors, déjà, l'objet de ce qu'on fait, on essaye de... Donc on est parti en 2016 de l'envie de rendre des outils comme PGP utilisables par non pas 3% de la population, mais 100% de la population. Donc ce qu'on a visé au début, c'était des messages qui étaient transmis sur des chats. On a évolué vers des fichiers, des emails, et aujourd'hui, on a une offre pour développeurs qui est destinée à chiffrer tout type de format de données. Donc que ce soit des strings, des fichiers, entre différents utilisateurs d'une application. Mais on utilise pour ça donc un panachage de chiffrement symétrique et asymétrique. On pourra aller dans le détail après. Mais l'idée, c'est là où WhatsApp ou Signal ou Telegram font du chiffrement de bout en bout de messages dans des messageries instantanées, nous on essaye de fournir des fonctionnalités similaires à des applications de partage de données médicales, à des applications de travail collaboratif, etc. Tu nous as dit tout à l'heure ton produit était plutôt destiné aux développeurs. Est-ce que c'est une API, c'est un SDK ? Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi finalement c'est pas pour l'utilisateur final directement ? Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième question. Pourquoi c'est pas pour l'utilisateur final ? Parce qu'on a commencé par une solution pour l'utilisateur final, initialement. On a d'ailleurs toujours cette solution sur notre site internet et elle sert les besoins d'un certain nombre de nos clients. C'est une application de bureau qui permet de chiffrer des fichiers, qui a une extension dans Outlook qui permet de chiffrer des emails. Mais on s'est rendu compte, au fur et à mesure des années, que l'action de chiffrer, c'est-à-dire que la décision qu'un utilisateur doit prendre pour aller protéger un fichier à destination de quelques personnes ou de protéger un email, ne serait-ce qu'en cochant une case dans Outlook, c'était trop dur. En tout cas, pour la majorité des utilisateurs. Et c'est pas tant le fait d'utiliser un outil simple, c'est-à-dire que c'est pas le fait de faire 14 clics sur un autre outil qui pose problème, c'est le fait de décider de n'en faire ne serait-ce qu'un seul. C'est pour ça qu'on a décidé, en fin 2019, d'ouvrir une solution pour développeurs et de dire, finalement, les cas où ça fonctionne le mieux, c'est les cas où l'utilisateur ne sait pas ou ne voit pas que c'est chiffré. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 100% des applications qu'on utilise au quotidien qui ne sont pas chiffrées de bout en bout ? Par exemple, on peut se poser la question, pourquoi Google Docs n'est pas chiffré de bout en bout ? Pourquoi l'édition collaborative de Office n'est pas chiffrée de bout en bout ? Pourquoi tous les chats qu'on utilise dans toutes les applications web qu'on a ne sont pas chiffrés de bout en bout ? La raison, c'est simplement que les développeurs n'ont pas le temps. Et c'est pour ça qu'on a développé cette offre pour développeurs qui permet donc à des devs de dire, OK, en 70 lignes ou une centaine de lignes, je vais réussir à ajouter cette surcouche de chiffrement avec toute la complexité qui va avec la gestion des clés, la gestion de la perte d'un appareil, la gestion de la perte des clés privées, etc. La gestion du multi-utilisateur, du rechiffrement. Et ça, donc, fourni sous forme d'un SDK qui a intégré dans les applications web, mobiles et de bureau.
et qui interagit avec une API qu'on fournit, qui est là pour faire annuaire de clés, qui est là pour faire également une partie du séquestre des clés symétriques chiffrées, et qui permet également des fonctionnalités d'administration de type traçabilité. Pour les gens qui ne seraient pas développeurs, est-ce que tu peux préciser ce que c'est un SDK ? Oui, alors donc un SDK, c'est un morceau de code qu'on va décider d'incorporer dans son application pour ajouter une fonctionnalité. Et c'est une espèce de boîte à outils où on a différentes fonctions qu'on peut utiliser ou pas pour les besoins de l'application qu'on développe. Une sorte de bibliothèque. C'est une bibliothèque. Le SDK, le terme français, c'est une bibliothèque. Moi, j'ai une question pour les neuneux, Timothée. Ouais. En fait, c'est Encryption as a Service. Alors, oui et non. Encryption as a Service, en fait, c'est quelque chose qui existe déjà. Quand on regarde les fournisseurs les hébergeurs cloud, type AWS, Azure, Google, ils vont fournir ce qu'on appelle des Key Management Systems, des KMS. Et c'est en quelque sorte de l'Encryption as a Service. La différence notoire, et donc du point de vue des développeurs, en réalité, c'est plus contre ça qu'on se bat plutôt qu'autre chose. Du point de vue d'un développeur, il peut utiliser ces KMS pour aller stocker en fait des secrets, des clés privées, des clés symétriques, peu importe. Et il a l'impression que c'est à l'état de l'art de ce qu'il peut faire. La baleine sous gravillon avec ça, c'est que les hébergeurs cloud du coup disposent de la clé. Et donc pourraient l'utiliser pour autre chose, même si c'est dans un HSM, donc ils ne peuvent pas accéder directement à la clé, ils pourraient décider de l'utiliser de façon malicieuse. Et donc Encryption as a Service a ce désavantage que c'est déjà employé par ce qu'on ne fait pas. Tu sous-entends que en fait, la personne qui détient la crypto détient le secret. Mais c'est la fin du secret dans le cloud, tout ça. Alors, nous, on ne croit pas à détenir des secrets dans un cloud centralisé. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas à AWS qui stocke mes clés dans des HSM. AWS ou Atos, ça ne change pas grand-chose. J'y crois pas parce que c'est un tiers centralisé qui a la capacité de stocker, d'aller accéder à mes clés s'il le souhaite, aussi sécurisé que ce soit. Donc pour nous, l'objectif c'est de déporter au maximum ce tiers de confiance vers l'utilisateur en lui-même dès que c'est possible. Si l'utilisateur peut retenir un mot de passe et que ce soit ça sa clé, ça nous convient beaucoup mieux. Mais je continue là-dedans avant de laisser la parole à mes confrères. Ça veut dire que même avec Sealed, si le SDK est incorporé, ce que tu ne recommandes pas, c'est de stocker les clés dans un cloud qui serait managé, supervisé, administré par quelqu'un d'autre que toi. Alors nous, on essaye, dans la mesure du possible, de ne pas se faire confiance à nous-mêmes. C'est-à-dire que la clé privée d'un utilisateur qui utilise le SDK n'est pas stockée chez Sealed, sur nos serveurs. L'API est nécessaire au fonctionnement, mais on n'a pas les clés privées. On n'a pas la capacité d'aller déchiffrer les données qui sont chiffrées avec le SDK. Contrairement, par exemple, à un KMS chez les hébergeurs cloud, qui, eux, ont la clé chez eux. Donc moi, je recommande de stocker la clé privée où le développeur trouve ça utile, mais il peut utiliser du coup le SDK pour générer la clé privée, faire toutes les opérations de crypto avec. Il y a des clés symétriques chiffrées qui sont inexploitables, qui sont stockées chez nous. Et la partie difficile de savoir où est-ce qu'on stocke la clé privée qui permet de déchiffrer toutes les données d'un utilisateur, c'est poussé en bout de chaîne, et il y a plusieurs possibilités pour la stocker. Soit on la stocke en local sur le poste utilisateur ou l'appareil de l'utilisateur, soit on la protège par un mot de passe connu de l'utilisateur, soit là on arrive dans le domaine du chiffrement qui n'est pas de bout en bout, mais qui offre des avantages en termes du X. On va faire un secret réparti entre différents fournisseurs de services, notamment nous, mais également notre propre client qui est le développeur. Et c'est au choix du développeur via le SDK ? C'est ça. On va fournir différents plugins que le développeur peut choisir. On va l'accompagner pour faire le choix, l'arbitrage, expérience utilisateur sécurité qui est le plus adapté à ses besoins. On va pas se cacher, dans 90% des cas, si on élimine la fonctionnalité « j'ai oublié mon mot de passe », on va nous dire non. Et donc moi je préfère faire du chiffrement avec une protection de clé privée qui est faite en two-man rule, c'est-à-dire coupée en deux entre nous et les serveurs du développeur sans que ces serveurs puissent faire collusion par API. C'est-à-dire que c'est vraiment l'utilisation, je pourrais expliquer après ce que ça veut dire, mais
mais techniquement, l'utilisateur final est le seul à pouvoir s'authentifier auprès des deux serveurs pour récupérer les deux secrets. C'est déjà infiniment mieux qu'un simple chiffrement en KMS. Parce que si le serveur de notre client est compromis, et qu'il y avait un attaquant qui avait un accès root au serveur, la clé privée, il manquerait toujours un secret pour le récupérer qui n'est récupérable que par l'authentification de l'utilisateur sur un autre service. Alors, tu as mentionné plusieurs points et tous sont intéressants. J'ai fait une petite liste, on va essayer de les traiter un par un. D'abord, tu parles par exemple d'outils collaboratifs en ligne. Si c'est pas chiffré de bout en bout, c'est pour une raison simple, c'est qu'aucun algorithme ne peut vérifier toutes les propriétés en même temps. Typiquement, quand tu as des discussions de groupe, c'est très compliqué d'avoir à la fois de la perfect forward secrecy et à la fois la possibilité d'ajouter quelqu'un dans un groupe. Donc, si tu as du chiffrement de bout en bout avec des gens qui s'ajoutent dans un document extrêmement partagé et qu'il faut renégocier toutes les clés, voilà. Donc, j'ai du mal à voir, enfin il n'existe pas d'algorithme ultime, donc vous donnez forcément des options de configuration aux développeurs. Qu'est-ce que vous leur laissez comme marge de manœuvre ? Alors, on en laisse finalement assez peu. Par exemple, tu citais la propriété de Perfect Forward Secrecy, on ne la fournit pas. C'est pas quelque chose qu'on essaye même de faire, pour la simple raison qu'un utilisateur... typiquement quand on a un groupe, ça va être une clé qui va être partagée, un petit peu comme dans WhatsApp ou dans Signal. Le protocole, c'est pas qu'il y a un Diffie-Hellman entre chaque utilisateur. Il y a une clé de groupe qui est partagée entre tous les membres du groupe. Et si elle est lorsqu'il y a une rotation de membres, on va faire un enrôlement de la clé de groupe. Mais typiquement, si je citais pour le travail collaboratif, Google Docs, il y a un membre dans ce groupe qui est Google lui-même. Et en fait, c'est ça qui me gêne. C'est pas tant sur la Perfect Forward Secrecy que sur le fait que Google soit capable de lire le contenu en clair du document. Par exemple, on est en train de travailler sur une implème sur OnlyOffice pour réussir à faire de l'édition collaborative de documents. Alors certes, on ne fournit pas de PFS, mais où on va empêcher le document server de OnlyOffice de pouvoir lire le contenu en clair. Alors, deuxième question, tu parlais d'une API qui était nécessaire au fonctionnement du logiciel. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait de la meilleure relation. Enfin, si la clé de groupe circule à un moment où si je peux ajouter un membre dans le groupe et que justement c'est quelqu'un de malveillant sans que l'utilisateur final soit au courant, comment se fait à quoi sert l'API ? Et ensuite, deuxième question, comment se fait la validation des identités des gens qui participent à un groupe ? Parce que c'est le problème dans le GPG que tu mentionnais au début, l'établissement de la confiance initiale qui nécessite de se rencontrer. Alors, il y a donc déjà le serveur sealed a grosso modo deux jobs. Le premier, c'est de faire un annuaire de clés publiques de façon assez générique, comme un serveur de clés publiques PGP ou une PKI quelconque. Donc ça fait ce serveur-là, on lui fait confiance la première fois qu'on va récupérer la clé publique d'un utilisateur. En tout cas, le trousseau de clés publiques d'un utilisateur. Une fois qu'on en a une copie en local, donc c'est ce qu'on appelle, il y a un acronyme anglais qui s'appelle TOFU que je trouve assez drôle, c'est Trust and Force Use. Qui est donc confiance à la première utilisation. Donc on est sur ce mode-là dans SILD pour les clés publiques. Une fois qu'on a récupéré le trousseau de clés publiques d'un utilisateur, celui-là peut être du coup mis à jour. Il peut y avoir des renouvellements de clés, il peut y avoir des ajouts de clés publiques pour un même utilisateur, mais là pour le coup elles vont être signées par des clés antérieures. Donc une fois qu'on a eu une version du trousseau, a priori les versions ultérieures sont signées par la version qu'on connaissait déjà, et donc on peut tout vérifier en local, et c'est fait. Deuxième job du serveur du serveur sealed, et là c'est un peu plus exotique comparé à du PGP, c'est un séquestre des clés symétriques chiffrées. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? L'idée c'est que quand on chiffre un élément avec sealed, on va prendre on va chiffrer, donc on va avoir une clé symétrique AES 256 avec un chiffrement CBC RH MACSHA 256, bref, on a une clé symétrique qui permettent de chiffrer un secret. C'est cette clé symétrique qu'il va falloir distribuer entre tous les membres, enfin tous les destinataires de la session. Traditionnellement, dans PGP, on va d'abord chiffrer la clé symétrique pour l'ensemble des clés publiques destinataires, et ensuite on va concaténer la suite du document qui est chiffré. Donc le document est auto-contenu, on ne peut pas faire varier la liste des destinataires, et le document PGP contient toutes les clés symétriques chiffrées pour les destinataires, et chaque utilisateur hors ligne peut déchiffrer le document avec sa clé privée. On a décidé de faire ça de façon différente, on a coupé en deux, et il y a un identifiant qui identifie ce chiffrement.
Les clés symétriques chiffrées sont associées donc, à cet identifiant et stockées sur nos serveurs. Et l'élément chiffré, on lui met le même identifiant et c'est ça qui part hors bande, enfin, sur le canal de communication. Ce qui permet plusieurs propriétés. La première, c'est qu'on peut faire varier la liste des destinataires a posteriori. Un utilisateur qui connaît la clé symétrique de l'élément chiffré peut décider a posteriori d'aller ajouter un destinataire dans la boucle sans modifier le fichier, enfin sans modifier l'élément chiffré. On peut également révoquer si besoin. On peut du coup faire des rotations également de clés privées pour des appareils. On peut dire ok, j'ai un nouvel appareil, je vais lui créer une clé privée nouvelle et les anciens appareils vont tout rechiffrer pour ce nouvel appareil. Et il va y avoir une nouvelle clé symétrique chiffrée pour chaque élément chiffré pour ce nouvel appareil. Et troisième propriété qui est de la traçabilité. Et donc ça c'est le dernier job un peu accessoire du serveur sealed. On est capable de savoir quand est-ce qu'un utilisateur requête une clé. C'est-à-dire que quand il va déchiffrer un élément, il va contacter le serveur sealed et il va du coup récupérer la clé symétrique chiffrée pour lui, la déchiffrer avec sa clé privée et déchiffrer l'élément. On ne peut évidemment pas garantir qu'il va faire la requête au serveur à chaque fois, mais on peut garantir qu'il l'ait fait une fois ou 0 fois, à minima. Alors, le Trust on First Use, c'est effectivement relativement sécurisé si tu as un canal hors bande pour communiquer. Mais par exemple, si on prend le cas des clients de messagerie type WhatsApp ou Signal, on a tous eu le message votre correspondant a changé de clé. Et en fait, aucun de ces logiciels ne peut bloquer là-dessus en disant vous devez valider la nouvelle clé avec votre destinataire. Est-ce que vous laissez aussi le choix aux développeurs justement de truster ou est-ce que c'est un événement bloquant? Et en fait, la question sous-jacente, c'est comment sont gérées les permissions d'accès au groupe? Alors, non, pour le coup, là, le développeur, s'il a un bloc... Alors, en fait, en énorme différence par rapport à WhatsApp, c'est que dans WhatsApp, le chiffrement est temporaire. C'est-à-dire que quand un élément est chiffré, enfin je dis WhatsApp, mais n'importe quoi qui est sur Open Whisper Systems, ce protocole-là, à double ratchet, l'idée c'est que c'est temporaire, c'est-à-dire qu'un élément chiffré, il arrive sur le terminal destinataire, et c'est déchiffré et stocké en local. Et le déchiffrement n'a pas vocation à faire du chiffrement au repos en plus. Chez Sealed, le chiffrement est à la fois en transit et il est destiné à persister au repos. Donc quelqu'un qui a déchiffré par le passé avec un élément doit pouvoir le redéchiffrer plus tard. Donc si l'objectif c'est de pouvoir, enfin si quelqu'un est membre d'un groupe et veut plus tard déchiffrer quelque chose qui était à destination de ce groupe et qu'il a changé de clé, ben, il ne pourra pas déchiffrer quelque chose à laquelle son ancienne clé avait accès sans faire une action spécifique. Je ne sais pas si je suis clair. Donc oui, mais... ça donc, cryptographiquement, voilà, il y a un blocage à ce moment-là. Maintenant, si le développeur dit ok, bah voilà, mon utilisateur il a perdu toutes ses clés privées, va falloir qu'il fasse un renouvellement et je le réajoute dans tout, ça pour le coup c'est entre ses mains. Il y a un deuxième truc qu'on met entre les mains du développeur, c'est sa vérification hors bande. C'est-à-dire, on a dans WhatsApp, tout ça, on voit ça par un QR code qu'on scanne entre deux appareils. En réalité, c'est un hash justement de ce trousseau de clés publiques qui est du coup produit par le SDK. Donc chaque utilisateur connaît son propre hash de façon absolue parce que c'est lui qui le produit, et le serveur sealed lui donne un hash pour les autres utilisateurs. Et en fait, on peut utiliser l'application du développeur comme deuxième source comme source de communication hors bande. Donc, ce qu'on préconise, c'est que ce hash soit à la fois transmis par le serveur sealed, qui en est autorité c'est-à-dire c'est lui qui fait le Trust on First Use, et que les utilisateurs transmettent également, en plus, ce hash via le serveur applicatif dans lequel le SDK est intégré. Ce qui fait qu'il faudrait compromettre simultanément le serveur applicatif de l'application dans laquelle le SDK est intégré, plus le serveur sealed pour réussir à faire un man in the middle qui tienne la route. Alors tu parles de compromettre le serveur. Quelle confiance on peut avoir dans le logiciel? Parce qu'il y a eu des cas dans le passé où en fait pour compromettre des systèmes de messagerie très sécurisés, il suffit de compromettre le serveur et de pousser une update avec une backdoor qui permet de récupérer les clés directement chez le client. Et finalement, aujourd'hui, les attaques se font pas sur la crypto, elles se font par ces mécanismes de mise à jour. Donc qu'est-ce que vous garantissez? Enfin, je sais pas, tu connais Intoto, des choses comme ça, enfin des garanties en fait sur la qualité de la supply chain et le fait que le code compilé à la fin peut être vérifié, a été timestampé et autres. Alors, là-dessus, donc déjà, effectivement, je fais référence à EncroChat qui s'est fait attaquer via une update pushée par
la gendarmerie nationale. Donc effectivement, on n'essaye pas trop d'attaquer la crypto en elle-même. Dans notre cas, on va être pour le coup, on fait confiance au terminal destinataire. C'est-à-dire que si le terminal destinataire se voit pousser une mise à jour qui est malveillante, que ce soit tant dans l'intégration du SDK SIL dans l'application, c'est-à-dire ça peut être autant une mise à jour de l'application qui utilise le SDK qui se fait compromettre que le SDK lui-même, qui pourrait être une source d'une supply chain attack. Là-dessus, effectivement, donc c'est un scénario d'attaque. Nous, les dispositions qu'on prend, on n'a pas, disons que nos releases ont des hashes qui sont trustés. Maintenant, on pourrait toujours s'améliorer dessus. Je connais pas pour le coup le procédé, enfin la méthode in-toto dont tu parles. Oui, en fait, c'est vrai que sur un client lourd qui est déployé en entreprise, il y a toute une phase de compilation, c'est des attaques. Bon, c'est une attaque qui a été faite chez SolarWinds, mais ça demande quand même du temps et de la motivation. Je pensais plutôt à des systèmes web, parce que tu parlais d'édition collaborative. Si tu es dans une page web, que tu travailles sur un document et que le script de chiffrement est sourcé est téléchargé directement depuis le site de l'éditeur, là, il suffit de changer le script et c'est exactement comme ça que fonctionnent tous les scrappers de carte bleue et autres. Ils vont directement changer le JavaScript qui est servi à tous les clients en temps réel au moment où ils se connectent à l'application. Et là, c'est game over. Alors là-dessus, il y a quelques contre-mesures qu'on peut prendre. Par exemple, donc faut qu'il y ait une source de confiance quelque part. C'est-à-dire que si le script HTML si le fichier HTML qui est chargé dans le navigateur est malveillant, c'est foutu. Parce qu'on n'a plus aucune source de confiance. Donc il y a au moins un serveur statique qui peut être source du reste de la compromission. Maintenant, une fois qu'on a au moins un fichier statique qui est dans lequel on peut faire confiance, il y a des mécanismes dans les navigateurs qui permettent de déclarer un hash valide pour une bibliothèque qu'on va charger depuis un CDN. Donc ça, c'est des choses qu'on va préconiser. C'est pas toujours appliqué, mais c'est des choses qu'on préconise et qui peuvent être faites avec Site. Mais disons que ça s'arrête, la limite de ça, c'est dès qu'on va vouloir bundler du code quand on fait une application en React ou en Vue, du coup on fait un import et on fait plus juste une balise script où on peut déclarer le hash, et ça y est, on va bypasser ce procédé de vérification des hashes. Alors moi, je m'y connais en crypto, enfin en tout cas j'ai la connaissance ultime en crypto, je sais qu'il ne faut jamais faire sa propre crypto, et ça me suffit de le savoir. Est-ce que vous avez fait valider, relire, tous ces schémas de dérivation de clés, d'algorithmes, de confiance de groupe et autres, quel est le niveau d'assurance externe qu'il y a eu dessus? Enfin, je pense à Wire, par exemple, qui avait fait un audit par une boîte externe, je pense à des CSPN, des choses comme ça. Il y a pas mal de gens qui pour qu'on ait confiance dans leur crypto, produisent des rapports publics, font faire des audits publics et autres. Alors, on a effectivement, donc, pendant de longues années, au début de la vie de SILD, on n'avait jamais fait d'audit externe. Et on a décidé, fin 2019, de lancer un audit externe certifiant. Donc, on a lancé une certification de sécurité de premier niveau début 2020 sur le site SDK, justement. Alors, il a varié de version depuis. On a fait ça sur la version 2.1 du SDK, aujourd'hui on est en 2.8. Alors, on n'a pas la possibilité de faire des certifications tous les 2 mois, mais donc on a fait vérifier le cœur crypto avec l'ensemble des fournitures cryptographiques. On a envoyé 35 pages des spécifications crypto à l'ANSSI. On a donné le code source le SILD SDK en boîte blanche à Synactive, qui est un centre d'évaluation agréé par l'ANSSI, et on a fait passer l'audit certifiant l'été dernier. On a attendu de longues semaines d'avoir le résultat de l'audit, et le verdict est tombé au dernier trimestre 2020. On a obtenu la certification du premier coup, avec quelques remarques mineures sur, par exemple, le fait qu'on ne vérifiait pas, parce que dans les specs crypto, on dit qu'on utilise des clés RSA de 4096, et en pratique, quand on charge une clé privée, alors maintenant c'est plus le cas, mais quand on charge une clé privée, on ne vérifiait pas qu'elle était de taille 4096. Ça, c'est une des 2 remarques qui nous a été faite et qui n'a pas été bloquante sur la certif. Je rebondis sur cette histoire de certif, et puis j'aurai une autre question plus sur le modèle crypto après.
La remarque de Nico, c'est normalement tu n'écris de la crypto que si tu es un cryptopathe, ce que tu es peut-être, hein, ce qui est ton équipe. Donc là, vous l'avez fait revoir par des pirates, si je puis me permettre, et c'est pas du tout négatif dans mon approche. Mais est-ce que vous avez eu une exposition auprès de la communauté crypto, la communauté matheuse, qui va aller vérifier, chercher d'autres choses que potentiellement des failles de sécurité, des choses comme ça, plus des choses autour des maths et de la crypto en elle-même? Alors, on n'a pas exposé directement, par exemple, notre travail à des universitaires en la matière, enfin, en tout cas pas de façon approfondie. Il y a des optimisations qu'on pourrait faire. Par exemple, il y a des choix d'algorithmes qu'on a fait qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas remis en cause, il n'y a pas de vulne contre ça, mais utiliser de l'AES 256 CBC avec un hashmatch 256, oui, mais pourquoi pas faire du SHA-20? Voilà, il y a des choix de primitifs qui ont été faits, voilà. Il n'y a pas de motivation particulière qui pourrait certainement être améliorée. Donc ça, c'est le premier axe d'amélioration sur lequel on pourrait faire travailler des communautés, en tout cas faire valider nos choix de primitives par des universitaires. Et il y a d'autres choix également. Par exemple, il y a d'autres entreprises qui, pour faire des partages de droits, des rechiffrements, etc., arrivent à faire de la cryptographie à seuil, de sorte de ne pas exposer, par exemple, la clé symétrique à la personne qui rechiffre. En tout cas, de jamais l'avoir en clair en mémoire. Donc ça, c'est des choses, par exemple, qu'on ne fait pas et qui pourraient certainement, dans des versions ultérieures, être intéressant de faire travailler avec des personnes, avec des cryptanalystes dont c'est le métier de concevoir de tels systèmes. Enfin, d'essayer de concevoir mathématiquement et de casser de tels systèmes. Excusez-moi, moi je voudrais poser une question qui soit pas stratosphérique, parce que côté cryptographie, voire cryptanalyse, je suis en dessous du mauvais, d'accord? Moi je suis avocat, j'ai besoin d'assurer la confidentialité de mes échanges mails, parce que j'ai bien compris que ça c'était 0 en standard. Je me suis fait assez déchirer depuis 2 ans par toute l'équipe de No Limit Sécu qui continue de rigoler sur mes questions. Ok, donc j'ai un besoin pragmatique, j'ai besoin d'échanger des fichiers, j'ai besoin d'échanger des emails. Est-ce que Sealed me rend un service en direct? Est-ce que Sealed va me conseiller des développeurs qui ont pratiqué des applications qui permettront de faire? Je dois faire comment? En clair, juste en concret. Alors, en concret, c'est pour ça qu'on a 2 produits. Donc, on a un premier produit qui est une application qui permet de chiffrer des fichiers et des emails que tu peux utiliser directement et qui va te permettre du coup de chiffrer de bout en bout des fichiers entre différents utilisateurs de site. On a également un mode dégradé alternatif qui permet de chiffrer de façon simplement authentifiée, donc c'est-à-dire notre serveur pour le coup là est tiers de confiance de la clé symétrique directement, et tu peux partager du coup des liens sécurisés avec des personnes externes qui n'ont pas site. Donc ça c'est une possibilité. Maintenant, il y a des cas où ça va bloquer. C'est-à-dire que dès que tu veux faire du travail collaboratif, ça va bloquer. Dès que tu veux importer un fichier dans SharePoint, ça va bloquer, etc. Et c'est pour ça qu'on a développé cette deuxième solution qui n'est pas destinée à toi du coup directement, mais aux développeurs des applications que tu utilises. Donc typiquement, si tu utilises des plateformes de travail collaboratif spécifiques pour le métier d'avocat, c'est typiquement auprès de ces éditeurs-là que nous, on va s'adresser pour intégrer par défaut un niveau de sécurité largement au-dessus de la moyenne dans leurs applications. Donc c'est un travail pour le coup où tu peux nous aider à lobbyer les applications que tu utilises pour qu'ils intègrent du chiffrement de bout en bout par nous ou par quelqu'un d'autre, mais c'est pas toi qui seras directement client. Ok, et question pragmatique qui découle, si moi, avocat, je décide de mettre tous mes clients dans un système sécurisé, je vais le tourner comme ça, chiffré, j'entends bien, c'est moi qui vais payer pour avoir un abonnement à un service dans lequel je vais inviter mes participants, mes collaborateurs, mes associés, mes clients, et eux bénéficieront du service parce que moi, je décide, parce que je suis moins crétin que les autres, enfin en tout cas je peux l'espérer, et c'est moi qui vais décider de payer parce que j'estime que ma communication
vis-à-vis de mes participants mérite d'être protégé et que moi je vais faire cet investissement que je suis prêt à faire à titre personnel parce que j'ai bien compris. Mais c'est ça l'idée ? Alors, pour la partie bureautique, la première solution, oui, c'est ça l'idée. C'est toi qui vas payer une licence SILD pour pouvoir produire des fichiers chiffrés et éventuellement en recevoir. Sur la partie pour développeurs, là, ça dépend fondamentalement de l'application dans laquelle on s'intègre. Okay. Là, pour le coup, la tarification, notre client, c'est pas toi. Notre client, c'est le développeur de l'application. S'il veut faire payer tout le monde, il fait payer tout le monde. S'il veut faire payer personne, il fait payer personne. Nous, par contre, le truc, c'est que nous, on le facture lui sur le nombre d'éléments qu'il chiffre. Je voulais revenir sur le modèle de crypto, parce que tu l'as dit depuis le début, ou en tout cas tu as pris l'image en disant PGP c'est 3%, et puis on veut faire que ce soit un usage équivalent, alors pas PGP, mais sur le modèle à 100%, et puis tout à l'heure tu as lâché le mot, ou les mots tiers de confiance, et tiers de confiance, c'est pas PGP, c'est SMIME. Donc... Première question sur le modèle, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à vous voir comme un tiers de confiance, puisqu'on sait que le problème de l'échec de PGP, c'est justement cette décentralisation et le fait qu'on ne puisse pas avoir confiance dans l'utilisateur. Et deuxième confiance qui en découlera, c'est comment vous gérez les révocations. Alors, sur la partie tiers de confiance, PGP versus SMIME, alors, on a un modèle qui, d'un point de vue confiance, ne se rapproche ni de PGP ni de SMIME, on est entre les deux, parce qu'on n'a pas d'AC. Donc on n'a pas SILD qui émet des clés, des certificats pour tous nos utilisateurs. Donc on n'utilise pas de X509, on a refait avec les couches du dessous. Par contre, on a quand même, notre serveur va quand même avoir une certaine confiance qui permet, par exemple, dans PGP, dans l'application de bureau SILD, quand SILD déclare que quelqu'un dans l'annuaire a telle adresse email, nous on l'aura vérifié. Contrairement à PGP. Ne serait-ce que ça. Donc il y a quand même, le serveur apporte tout de même un petit peu plus de confiance que du PGP. Et sur la question de est-ce que finalement c'est pas nous le tiers de confiance, on essaye dans la mesure du possible de ne pas l'être. C'est-à-dire on essaye, et d'ailleurs c'était une des hypothèses de la cible de sécurité qu'on a faite pour la CSPN, c'est le serveur ne doit pas être source de confiance pour la confidentialité des données. Et donc on a considéré dans les hypothèses, dans la cible de sécurité, que le serveur pouvait être malveillant dans la cible de sécurité, pourvu du coup que les utilisateurs vérifient régulièrement les hashes des autres utilisateurs. Il y a quand même une contrepartie. Ça fait pas de magie noire. Alors, je vais poser une question. C'est une seule question, mais elle est assez longue. Il y a deux modèles de développement. Il y a le modèle SDK et le modèle API. C'est-à-dire, soit tu envoies le code chez les clients, ils compilent, etc. Donc, c'est fiable, mais ça met du temps à se propager. Ou le modèle Software as a Service, voilà, tu exposes un JavaScript, un endpoint, machin, et du coup, les gens sont toujours à la dernière version. Si j'ai bien compris, vous êtes dans le modèle SDK. Du coup, qu'en est-il de l'agilité cryptographique et éventuellement de la rétrocompatibilité ? C'est-à-dire, si demain, vous décidez qu'effectivement, AES-256, c'est pas bon parce qu'il y a des on vit dans un monde post-quantique ou je sais pas quoi, le client va pas pouvoir être mis à jour rapidement chez tous les gens qui l'ont compilé. Est-ce que vous avez, un versionning sur les clés, un en-tête, quelque chose comme ça, quoi ? Alors, on a effectivement un versionning, c'est-à-dire que le format d'enveloppe SILD est versionné. Voilà, on a plusieurs formats d'enveloppe, donc il y a plusieurs formats, à chaque format, en réalité, il y a une suite d'algo qui est associée. Encore, on n'a jamais changé de suite d'algo depuis qu'on a créé SILD, donc on n'a jamais utilisé cette arme, mais pourquoi pas ? Alors, il y a deux types de scénarios, soit le symétrique est pété, soit l'asymétrique est pété. Dans le cas, le symétrique est pété, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les données chiffrées avec les clés symétriques sont dans la nature. C'est-à-dire que c'est littéralement ce qui est dans les bases de données de nos clients, ce qui transite par mail, etc. Donc, on a une confiance assez forte dans le fait que AES-256 CBC avec un hashmatch 256 ne se fasse pas casser. Mais sait-on jamais. Donc ça, pour le coup, si ça casse, demain, on nous annonce AES-256 est mort, le backlog, donc l'historique de ce qui a été chiffré, on ne sait pas le protéger.
En revanche, si demain on nous dit c'est bon, on a un ordinateur quantique, vos clés RSA 4096, je les factorise en 30 secondes, là, en fait, on peut couper l'API ici. Et on peut dire, ok, j'arrête. Et on va, donc par mesure de sécurité, on pourrait lever la barrière, enfin baisser la barrière du coup, et dire, on refuse tous les appels API, et donc les clés symétriques chiffrées ne sont plus récupérables. À partir de là, nous, du coup, on va implémenter une suite d'algo, des primitives qui vont pouvoir faire une contre-mesure, et on va établir un protocole avec nos clients pour qu'ils puissent, de façon sécurisée, récupérer le contenu des clés symétriques chiffrées. Voilà. Et les convertir. Oui, en fait, je pensais plutôt à un cas inverse, parce que, on va dire, la crypto quantique pète l'AES, bon, c'est très, très, très prospectif. Par contre, à l'inverse, il peut y avoir des contraintes réglementaires. Par exemple, la France te dit tu dois utiliser la courbe FRP 256, ou la Chine tu dois utiliser l'algorithme SM2, SM3, qui sont des constructions chinoises. Est-ce que vous supportez ce niveau d'agilité, ou est-ce que c'est... Non, la réponse rapide est non. On maintient une suite d'algo et c'est la seule qu'on maintient à un instant T. On n'est pas capable, et c'est aussi une force, on ne donne pas la possibilité au développeur de se planter dans la suite d'algo qu'il va choisir. On se plante pour lui. Alors du coup, je vais passer sur une question qui sera peut-être la question de la fin. C'est la partie non technique, parce que vous avez gagné des prix dans différentes conférences françaises, vous avez été mis en avant à pas mal d'endroits. C'est quoi un peu ton expérience de start-upper? Apparemment, l'entreprise existe depuis assez longtemps. Est-ce que ces prix, ça vous donne vraiment un coup d'accélérateur, ou est-ce que c'est à l'inverse? Vous avez commencé à avoir une base de clients qui a explosé quand vous avez quitté le particulier pour vous tourner vers les entreprises, et que du coup, vous êtes devenu connu et vous avez gagné tous ces prix? Alors, mon expérience de ces quelques dernières années en tant qu'entrepreneur, première expérience pro et en cybersécurité, c'est que la cybersécurité pour les particuliers, c'est très compliqué. Et du coup, on a arrêté de s'y frotter parce qu'on se rend compte que c'est pas forcément comme ça qu'on va réussir à passer de 3 à 100%. Pour revenir pour faire référence au début de l'utilisation du chiffrement. Maintenant, est-ce que ces prix, etc., nous ont apporté un accélérateur et aujourd'hui, ça y est, on va devenir la prochaine licorne, je l'espère. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est les prix, etc., ça nous donne de la visibilité, mais ça ne change pas en fait, les problématiques de nos clients. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que si les clients ne veulent pas rajouter de sécurité, ça ne sert à rien d'essayer de leur vendre. Et donc en fait, on se tourne vers les entreprises qui ont les besoins les plus criants de sécurité, pas forcément pour les bonnes raisons. Donc je vais donner un exemple qui est qu'une partie de nos clients décident d'utiliser SIL pour pouvoir continuer à utiliser AWS sans être emmerdés. Parce qu'ils peuvent dire du coup on utilise AWS mais ils peuvent pas lire les données. Les SDK que vous proposez, ils supportent quels OS et quels environnements de développement? Tout est supporté ou il y a des limitations? Alors non, il y a des limitations. Aujourd'hui... Oui, enfin, il y a sans doute pas COBOL, mais en dehors de ce type de limitation. Non, il y en a un petit peu plus que ça en ce moment. On est en fait compatible aujourd'hui avec des environnements JavaScript, ce qui est assez limitant. Donc on sait faire les navigateurs. On sait faire les applications bureautiques qui sont codées en Electron, donc c'est-à-dire un Chrome qui est mélangé avec un Node.js. Et on sait faire des applications mobiles en React Native, donc qui sont des applications qui sont cross-OS. iOS, Android, quoi. Voilà. Mais codées sur cet environnement React Native. Donc si on me demande demain de faire du Xamarin, où c'est basé sur du C# qui est également cross mobile, enfin cross iOS en Android, on n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'on a commencé des travaux pour faire une lib en fait en bas niveau qui est en Rust et qui va faire l'équivalent de ce qu'on fait en JavaScript, mais pour des langages bas niveau. On va faire des bindings pour tous les langages qu'on nous demande. COBOL n'est pas prévu, mais C#, non, c'était une blague. Obfusc et Kotlin sont prévus. Moi, j'ose pas demander ce que c'est que le COBOL, parce que vous allez encore vous moquer de moi, donc considérez que j'ai pas posé de questions. C'était un peu ma question, donc là tu réponds en partie. C'est quoi le futur de SILD ?
Alors, le futur de Shield, c'est de continuer, en tout cas en Union européenne, à proposer à des développeurs des solutions de chiffrement les plus adaptées à leurs besoins. Notre mission, c'est toujours de faire en sorte que que les données soient chiffrées le plus strictement possible, compte tenu des contraintes d'expérience utilisateur. Donc on va continuer à suivre au fil de l'eau. Ce qu'on sait pour les 18 prochains mois, c'est qu'on va continuer à servir des applications qui sont en SaaS, principalement sur des données médicales, des données de propriété intellectuelle et également du travail collaboratif. Donc des éditeurs logiciels sur ces trois verticales qui nous intéressent. Et de façon plus prospective, il y a certainement d'autres sujets non web sur lesquels on va pouvoir travailler également. Où là, ce sera donc des développements bas niveau et on visera certainement à un moment d'aller encore plus bas niveau dans l'émission des données et ce sera peut-être des objets connectés à terme. Shield a déjà fait une levée de fonds. Aujourd'hui, vous cherchez quoi ? Une nouvelle levée de fonds pour devenir mondial ? Vous cherchez à recruter ? Ou vous cherchez des partenaires dans tous les pays ? En plus que, évidemment, des nouveaux clients. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de faire comprendre déjà auprès des développeurs, de faire comprendre notre philosophie sur le chiffrement et de dire que faire du chiffrement côté serveur ne suffit pas. Donc faire confiance à un serveur pour stocker une clé symétrique qui démarre la base de données, ça suffit pas. Donc ça, c'est déjà essayer de faire changer un petit peu, de faire bouger les lignes là-dessus. Donc aller expliquer les choses dans les conférences de développeurs. Aller expliquer les choses dans les conférences de développeurs et également compter sur des partenaires pour faire ce lobbying, pour faire cette explication, pour le comprendre et savoir le réexpliquer. Et on cherchera certainement l'année prochaine une nouvelle levée de fonds pour compléter un déploiement en Union européenne. Donc s'il y en a qui organisent des conférences de développeurs, qu'ils n'hésitent pas à inviter Shield. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour les gens qui font du chiffrement. Elle est assez récente puisque le 3 juin 2021, donc il y a quelques jours à peine, l'Union européenne vient de se lâcher grave et nous a promis une modification complète du règlement EIDAS qui vise un certain nombre de choses dont l'identification électronique et l'authentification en ligne et hors ligne avec plein de services partout et globalement tous les services qui vont permettre de faire du chiffrement avec identification type PVID ou tout simplement de l'authentification, va falloir passer par l'ANSSI puisqu'on va avoir des certificats nationaux qui seront reconnus de manière européenne. Hein, et c'est l'explosion pour tous les bons, dont Shield, bien sûr, qui vont faire du chiffrement. Timothée, pour finir, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver et où on peut trouver Shield ? Alors, pour trouver Shield, c'est simplement www.seald.io et je serai prochainement à Vivatech et on se retrouvera au FIC. Je crois qu'il est en septembre cette année. Sinon, mon adresse email tim@seald.io si vous voulez me contacter. Chers auditeurs, j'espère que cette émission vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.